j'interviens parce que moi je suis très frappé. Pendant très longtemps, les scientifiques que nous étions étaient accusés par les pêcheurs d'être des ennemis des pêcheurs qui voulaient toujours protéger le poisson. Maintenant, les mouvements environnementalistes ont pris le sujet à cœur et il y a une rumeur qui se répand comme quoi la pêche serait en situation catastrophique, tout serait sur le point de se casser la figure. C'est ce qui était aussi faux que le déni des pêcheurs qui ne voulaient pas voir que la pêche raréfie les stocks. Oui, il y a un discours qui est politiquement correct, conceptuellement flou et statistiquement inepte. Ça, c'est mes réflexes de vieux statisticien de métier. Je voudrais, pour ceux qui ne connaissent pas encore l'océanographie, dans la salle, il y en a qui me reprendront à chaque fois que je dirai une bêtise. Le premier problème, pour que le grand public avale à peu près ce qu'on lui dit, c'est que l'écologie marine, ça fonctionne pas du tout comme l'écologie terrestre. Or, nous sommes des animaux terrestres. Et il y a une propension à projeter sur le milieu marin ce dont on a l'habitude dans notre environnement immédiat. Tromperie supplémentaire, dans le milieu marin, il y a un truc qui fonctionne pas comme le reste, c'est la cote. Or, vous connaissez surtout la cote. On se fait vite, on a souvent de mauvais réflexes quand on imagine qu'on peut projeter sur Terre ou ce qu'on a vu sur la côte. Il y a un élément qui fausse tout aussi, c'est la politique commune de la pêche et les décisions prises au niveau européen. Je peux vous dire, j'ai participé, moi, à 30 ou 35 conseils de la pêche avec des ministres. Ça se passe pas du tout comme ce qu'on raconte dans les journaux. Alors, il y a les europhobes et les europhiles. Ce que j'ai vu fonctionner, c'est ni ce que craignent les europhobes, ni ce dont rêvent les europhiles. Mais ce qui est caractéristique, c'est que, sur le fond, maintenant, que les environnementalistes se sont emparés du dossier, c'est que, dans une démocratie, il y a des arbitrages à faire entre des groupes d'opinion ou des groupes d'intérêts différents. On a les pêcheurs d'une part, les environnementalistes de l'autre. Comme on fait remonter les décisions sur Bruxelles, le ministre chargé de la pêche, il peut rentrer à la maison, je me suis battu comme un lion contre ces fous qui veulent toujours défendre le poisson, et va dire c'est beaucoup trop vert comme décision finale. Et le ministre de l'Environnement va rentrer chez lui en disant décidément la Commission ne comprend pas que le monde a changé et elle ne prend pas des mesures suffisamment vertes. J'ai vu un ministre britannique changer de discours en 3 semaines parce qu'il avait changé de fonction. Ça, c'est juste pour vous donner... Je suis quand même fils d'enseignant, donc je fais des plans. Moi, d'avoir insisté sur les spécificités de l'écologie marine, en liaison avec la pêche, et puis après, on entrera dans les domaines plus techniques. Ça, je reconnais, c'est pas très esthétique, mais je voudrais vraiment que, pour ceux qui ne connaissent pas l'écologie marine, vous gardiez ça en tête. Quand on compare le domaine terrestre et les océans, si vous regardez, toute la vie repose sur la production primaire, les plantes, la chlorophylle. Sur Terre, on a l'habitude de voir dominer des plantes multicellulaires, des arbres, des herbes, des navets. Dans les océans, l'essentiel de la production primaire, il est fait par des algues unicellulaires, une seule cellule. Et quelques bactéries productrices qui ont aussi de la chlorophylle, ce qui étonne souvent. Pour les animaux dominants, sur Terre, ce que l'on voit, le gros de la biomasse animale, ce sont des animaux de grande taille. Dans les océans, au contraire, comme vous avez la nourriture de base qui fait moins d'1 millimètre, vous avez ceux qui consomment ça, qui font juste une taille supérieure. C'est des petits crustacés. Les petits crustacés herbivores sont à leur tour mangés par des crustacés un peu plus gros, qui sont des crustacés carnivores, et il faut toute une chaîne pour arriver à un animal de taille suffisante pour nous intéresser, nous.
les relations prédateur-proie. C'est une des choses les plus importantes parce qu'il se dit à la télévision des trucs sur la déstabilisation des écosystèmes parce qu'on a supprimé les grands prédateurs qui relèvent clairement de l'extrapolation à l'océanologie de ce qui marche dans le milieu terrestre. Sur le milieu terrestre, quand vous prenez un lion ou un renard, il est un prédateur, il met au monde des petits qui, après lactation, va manger comme un adulte. Quand vous regardez un thon, l'œuf d'un thon rouge fait moins d'1 millimètre. Et il va en sortir une larve qui va manger des tout petits crustacés et en grossissant va prendre des crustacés plus gros. Mais bref, avant qu'il atteigne les 8 kilos nécessaires pour qu'il commence à nous intéresser, il aura d'abord été la proie pour tout le monde. Il n'y a pas un découpage entre des animaux prédateurs et des animaux proies. Et le merlan, par exemple, est assez amusant parce que le merlan, quand il est adulte, il se fait manger par les cabillaud. Les cabillaud mangent tout. En revanche, quand le cabillaud est petit, une de ses premiers prédateurs, c'est le merlan. Donc, de grâce, méfiez-vous des gens qui vous expliquent qu'il se passe ceci si on raréfie les grands prédateurs. Ils vous diront pas au passage que ça n'a pas le même sens que ce que vous avez en tête parce que vous pensez à un lion. Et puis pour la consommation humaine, ce qu'on consomme, nous, dans la production naturelle terrestre, ce sont des organes de réserve, les fruits, ou les racines, les tubercules. Et puis des animaux de grande taille. En mer, on ne mange que des carnivores vieux, suffisamment âgés pour avoir atteint la taille qui nous intéresse. Au passage, ça fait que l'océan, en termes d'abondance de nourriture disponible pour l'homme, il est très pauvre par rapport au milieu terrestre. Vous avez certes une production primaire immense, mais les pertes de charge sont telles actuellement, on produit de par le monde 100 millions de tonnes à peu près, 90 à 100 millions de tonnes de poissons pêchés naturellement. Je ne parle pas de l'aquaculture. Et ça plafonne depuis 40 ans ou 50 ans. Sur cette vue d'Arte, c'est juste pour représenter quelques algues unicellulaires. Les rois du plancton reconnaîtront des diatomées. Ici, là, j'ai un calanus. On passe à la suivante. Mais ça, c'est ce que vous voyez dans l'eau entre ici et les triagos. Si vous regardez, c'est ça, mais il faut un bon microscope. Donc, quand je vous disais que le gros de la production primaire, ce sont des êtres, je dis des êtres unicellulaires parce que il y a les cyanobactéries qui sont des bactéries, mais ne sont pas des algues et qui contribuent de façon non négligeable. Le gros de la production, c'est en bas les diatomées M. Hignette connaît mieux que moi. Juste pour votre culture générale, je vous ai mis quelques algues pour vous sensibiliser à la différence entre écologie terrestre et écologie marine. Ce sont des algues mobiles. Elles ont un flagelle. Donc l'idée, nous on a le réflexe de dire les plantes c'est immobile, les animaux ça bouge. Là, on a des algues ou pseudo-algues qui ont la capacité de se déplacer. Et, ah non, j'ai pas de Dinophysis. Le Dinophysis, c'est une algue de ce groupe-là qui fait que régulièrement on ferme la commercialisation des moules parce que les moules deviennent toxiques. Et Dinophysis a une particularité, c'est qu'il peut de temps en temps faire sa production primaire et de temps en temps se nourrir aux dépens des autres. C'est une plante carnivore. Ça, c'est donc un petit crustacé. La plus célèbre famille sont les copépodes, et dans les copépodes, la plus célèbre famille sont les calanus. Mais ça atteint des densités. Au niveau humain, on se croit l'espèce dominante. Je suis pas sûr que si on faisait la biomasse totale de calanus, on n'en trouverait pas plus que l'humain. Ça, c'est pour vous sensibiliser au fait que là, je vous ai montré un adulte. Mais là, vous avez un copépode et tous les stades. Bon, ça commence à être plus lié à la pêche. C'est une vieille carte de
d'abondance de la chlorophylle, moyennée dans des photos satellites sur les mois de printemps. Et quand c'est bleu, ça veut dire qu'il y a très peu de chlorophylle. Quand c'est vert, c'est qu'il y en a un peu. Quand c'est rouge, c'est qu'il y en a beaucoup. Vous voyez au passage que le grand océan, il est pauvre. Il n'y a que quelques oasis qui ont, ont des taches riches et des rebords de côte. Ce sont des endroits où remontent des eaux profondes qui sont riches en nitrate, en phosphate et en silicate. Quand les eaux sont au fond, elles ne reçoivent pas assez de lumière. Donc il n'y a pas de production primaire et ça libère les nitrates et les phosphates. Quand ça remonte, ça fait des zones riches. Vous les voyez devant la Mauritanie, devant l'Angola. Pour votre culture, vous voyez aussi les taches rouges et les débouchés des fleuves. Ça. Et ça, il y a une bonne part d'enrichissement par ce qu'on peut appeler la pollution. Mais faut pas avoir de manichéisme pour un ensemble de sels nutritifs. Juste à la sortie de l'estuaire, c'est de la pollution. Une fois que c'est dilué, c'est de l'enrichissement. Ça, c'est un agrandissement sur l'Europe, où vous voyez mieux la Méditerranée, bleue comme tout. Et puis, alors, je vais me déplacer un peu pour... Si l'on pouvait voir bien, on verrait qu'ici, il y a une limite. C'est la limite du plateau continental. Au large de cette limite, les fonds sont vers 1000-2000 mètres. Le plateau continental, il va jusqu'à 100 mètres et après, dans la descente, ça fait le plateau continental. Mais les eaux du plateau continental sont toujours beaucoup plus riches que les eaux du large. Toujours, sauf les exceptions. Et c'est à garder en tête parce que le gros de la pêche au niveau mondial se pratique sur les plateaux continentaux. Le reste, il n'y a pas grand-chose. Le pas grand-chose qu'il y a à l'extérieur, ce sont essentiellement des gros thons. Et les thons qui exploitent les oasis de zones, les taches riches dans l'océan, et qui migrent d'une tache à l'autre. Et il y a un autre groupe d'animaux qui a à peu près la même stratégie, ce sont la famille des dauphins. D'où des problèmes, parce que quand on pêche des thons, on arrive à attraper des dauphins. Gardez en tête, ce fait fondamental, c'est que le gros de la pêche se fait sur les plateaux continentaux. Ça, la ligne noire, c'est la limite de la zone économique exclusive des pays riverains. En 1976, de facto, les pays côtiers ont décidé que jusqu'à 200 000 de leur côte, c'était eux qui étaient les rois. 76, c'est relativement récent, surtout pour les gens qui ont mon âge. Jusqu'en 76, il y avait plein de Russes qui pêchaient au milieu de la mer du Nord. Et vous voyez, la ligne bleue, c'est le plateau continental. Mais en mettant en 76 la ligne des 200 000, on a englobé l'essentiel des plateaux continentaux dans les zones économiques exclusives. Ce qui a facilité la mise en place de mesures de gestion. Avant, c'était pratiquement pas possible. Il y a quelques endroits de par le monde où le plateau va au-delà des 200 000. Et ce sont des endroits dont vous entendez régulièrement parler. Le plus célèbre, c'est au sud de Terre-Neuve. Il y a, sur ce qu'on appelait autrefois le bonnet flamand, il y a des bouts de plateaux continentaux qui sortent des 200 000. Et les Canadiens n'en peuvent plus de devoir partager le poisson qu'il y a sur cet endroit-là avec les autres, et non qu'un rêve, c'est l'extension du plateau continental. Mais gardez ça en tête, la politique commune de la pêche n'a pu commencer à se concevoir que lorsque on a eu extension aux 200 000. Conséquence des différences entre la biologie marine et la biologie terrestre, les animaux qui nous intéressent, c'est-à-dire ceux qu'on va pouvoir manger, ils ont une biologie très différente de celle des animaux terrestres. En milieu marin, la plupart des animaux ont le sang froid, c'est-à-dire qu'ils sont grosso modo à la température du milieu ambiant. Sur Terre, les animaux qui nous intéressent, ce sont ou des mammifères ou des oiseaux qui sont des animaux à sang chaud. Le sang froid
comment dire, pas qualité morale, mais physiologique, a un inconvénient, c'est qu'effectivement, vous ne pouvez pas avoir le milieu interne qui est à la bonne température pour avoir les enzymes qui sont efficaces sur un créneau optimal. Mais le sang chaud, ça coûte beaucoup en énergie. À poids égal, un lion mange 7 fois plus qu'un crocodile. Et un des grands atouts de l'aquaculture, c'est qu'en élevant des animaux à sang froid, on gaspille moins d'énergie pour chauffer la machine. La croissance, pour la plupart des animaux marins, elle continue tout au long de la vie. Alors que nous sommes habitués à des animaux qui, en général, ayant atteint l'âge adulte, arrêtent de grandir. Il y a quelques exceptions. Je crois que les éléphants continuent à grandir. Et dans les animaux que vous connaissez tous, ici, il y a un animal marin dont la croissance s'arrête, c'est l'araignée de mer. L'araignée de mer, elle présente ce qu'on appelle un stade imago. Il y a une mue terminale et après ça s'arrête. Et vous voyez d'ailleurs que dans les gammes de taille sur les dormeurs, on a des petits, des moyens, des gros, puis il y a des géants qui sont rares. Pareil pour les homards. Vous n'avez pas ça chez les araignées. Les araignées, hop, il y a mue terminale. Et la mue terminale fait qu'elle se trimballe une carapace qui est en place depuis des années, d'où la quantité de cochonneries qu'on peut trouver sur une carapace d'araignée que vous ne trouvez pas sur une carapace de dormeur ou de homard. La mobilité en milieu marin, ça coûte pas cher de se déplacer. Alors, il y a quelques animaux fixes, mais le gros, il est là. Et ça va de pair avec le sang-froid, parce que quand la température lui convient pas, il se déplace. Et ça lui coûte très peu cher. Les thons traversent l'Atlantique deux fois par an, et c'est pas ça qui va leur coûter beaucoup d'énergie. D'ailleurs, ça fait une conséquence qui a coûté cher à l'Ifremer du temps où j'y étais, c'est que quand on fait de l'élevage de saumon, quand les saumons et truites sont en eau douce, elles ont une tolérance au changement de température et une croissance relativement lente. Quand on les bascule en eau de mer, la croissance démarre comme il faut, mais il ne supporte plus que ne pas avoir la bonne température. À 15 degrés, ils boudent, à 16 degrés, ils grandissent comme des fous, et à 18, ils meurent. Or, quand vous mettez des cages à saumon, vous empêchez le saumon de se barrer quand la température ne lui plaît pas. Et la fécondité, on fait du lapin l'archétype de l'animal à la lubricité incontrôlée, mais sa fécondité est absolument dérisoire par rapport à n'importe quel animal marin. Ça fait des milliers, des millions d'œufs dans le cas des mollusques, avec deux exceptions, la famille des raies requins et les mammifères marins, qui eux ont les requins et les raies ont une fécondité extrêmement faible. En plus, pour ce qui est du passage des gamètes aux adultes, dans le milieu marin, vous avez une fécondation externe la plupart du temps. Les femelles lâchent les gamètes femelles, les mâles arrivent et puis mettent le spermatozoïde dessus, et puis vous avez après ce petit œuf fécondé qui va donner naissance à une larve, et laquelle va passer par des tas de stades. C'est généralement dans le plancton, même pour les animaux qui vivent au fond, elles envoient les œufs et larves dans le plancton, au moins les larves, et il va y avoir tout un paquet de métamorphoses avant qu'on ait pratiquement un adulte en réduction. C'est la métamorphose finale, et là pour les animaux qui vivent sur le fond, ceux qui vivent sur le fond, au contact du fond, c'est les animaux benthiques, ceux qui sont à proximité du fond, c'est les animaux démersaux. Pour les animaux benthiques, la coquille Saint-Jacques, animal démersal, le lieu jaune. Le maquereau, lui, il est pélagique, il reste toujours en pleine eau. Mais de toute façon, la métamorphose finale, ils vont sur le fond. Ça, ce sont des larves de poissons plats. Et vous voyez au passage que les larves de poissons plats, elles ont un œil par côté et non pas les deux yeux du même côté comme la sole quand on va chercher. Dans le cas des poissons plats, la métamorphose finale, il va y avoir une migration d'œil d'un côté qui va devenir la face aveugle et il se laisse tomber sur un côté. Ça, c'est une zoé.
Et sauf erreur de ma part, Michel, la plupart des crustacés ont un stade Zoé ou... Je mets toujours, quand je fais un baratin, un Zoé, parce qu'il y a beaucoup de gens qui jouent au Scrabble. Et Zoé, grâce au Z, ça rapporte beaucoup. Mais mettre un mot au Scrabble sans savoir à quoi que ça correspond, c'est pas honnête. Maintenant, vous avez le droit de mettre Zoé, vous avez vu. J'attire votre attention sur les deux. Ça, c'est une mégalope de homard. C'est juste avant la métamorphose. Et on voit déjà que ça va donner un homard. Juste après ça, il va se laisser tomber sur le fond. Et le homard a une durée de vie larvaire courte. Il fait des gros œufs. La femelle protège ses œufs, le stade larvaire de quelques semaines. C'est pour ça que faire des écloseries de homard, c'est facile. Et c'est pour ça qu'il y a toujours des gens qui veulent faire des écloseries de homard pour repapier. Ça ne marche pas. Mais ça, c'est ce qu'on appelle une larve phylosome de langouste. Et vous voyez, et c'est pas loin des stades terminaux. Si vous arrivez à reconnaître une langouste là-dedans, et vous voyez que pour des animaux qui, après la métamorphose finale, vont se ressembler pas mal aux pinces près, il y a une énorme différence. Mais la larve de langouste, elle, les œufs sont tout petits chez les langoustes et les stades larvaires durent des mois. Et elle est aplatie comme ça, ce qui améliore sa flottabilité et elle passe des mois en pleine eau sans avoir à nager pour rester en surface. Ah, ça je montre juste, c'est pour la photo, le merlu. Une fois dans ma vie, j'ai fait de la plongée en soucoupe et à ma grande honte, je n'ai pas reconnu le merlu qui nous croisait. Parce qu'on voit des stries. Et on voit des merlus morts. Mais le merlu vivant, il a des stries verticales. Vous êtes du coin, vous savez tous que une fois qu'il est arrivé sur le quai, ça devient du colin, le merlu. Et si vous allez dans la région de Sète, méfiez-vous, ils prennent pas de merlu parce que là-bas ils l'appellent du merlan parce qu'ils n'ont pas de merlan. Mais je vous ai montré un merlu pour vous sensibiliser sur un autre point. Le réflexe des gens qui disent « oh, il faut protéger les ressources », c'est de dire on va interdire la pêche pendant la saison de reproduction, on va protéger les frayères. Mais ça, c'est un réflexe qui vient des animaux terrestres. Parce que chez les animaux marins, il y a une distinction entre... Vous voyez la zone véranisée là? C'est les accords du plateau continental, le talus. C'est la zone où vont pondre les merlus. Et ils envoient des œufs en surface, et vous avez les courants dominants de surface avec les vents de sud-ouest qui vont amener les larves vers la côte. Et puis, quand elles se métamorphosent, elles sont sur le fond, mais vous voyez qu'entre les frayères et les nourriceries, il y a des distances considérables. Quand vous interdisez d'aller chasser le faisan pendant la saison de reproduction, c'est parce qu'à chaque fois que vous tuez une poule faisane, vous condamnez à mort les petits qui sont dessous. Ici, les merlus n'ont aucun sens de la paternité et laissent les larves aller où qu'elles veulent, où elles peuvent. On y reviendra après, mais au passage, vous voyez qu'en Manche Ouest, ce qui vous concerne là, il n'y a pas de nourricerie de merlus. Et c'est la raison pour laquelle il n'y a pratiquement pas de merlus en Manche Ouest. On a des eaux qui conviennent aux adultes, on a des frayères au large, il y a sûrement des œufs et larves qui sont ramenés vers la côte, mais on n'a pas la mécanique qui permette d'héberger les petits de merlus. Les animaux sauvages ne sont pas répartis en une unique population qui couvre la planète. Ils sont divisés en populations. Ce sont les animaux qui sont sur un endroit donné. Et dans le monde le plus simple, une population, elle est isolée au plan génétique de ses voisines, au moins à l'échelle du siècle. Un stock, c'est une population de poissons ou de crustacés sur un endroit donné qui peut boucler tout son cycle sur place.
dans le golfe de Gascogne, vous avez vu pour le merlu, on a l'ensemble, les nourriceries, les frayères et les courants qui vont amener de l'un à l'autre. C'est très, très important de garder en tête ce découpage en stock. C'est nécessaire pour qu'on puisse faire les calculs. C'est embêtant parce que dans la réalité, à chaque fois qu'on a défini deux stocks, on découvre après qu'il y a des petits échanges quand même. Le découpage des populations en stock dans le milieu marin est très lié à la courantologie. Et si vous avez beaucoup plus de coquilles Saint-Jacques en baie de Saint-Brieuc que devant Pérouse, c'est parce qu'il y a un phénomène de tourbillon en baie de Saint-Brieuc. Alors vous avez des courants de marée violents, mais sur un cycle, ça s'inverse. Une particule qu'on lâche en baie de Saint-Brieuc, dans la plupart des cas, on va la retrouver après un cycle de marée à l'endroit où on l'avait laissée. C'est l'ennui suprême, c'est que c'est aussi ce qui permet aux ulves de se développer, parce qu'il n'y a pas de brassage. Le bon côté, c'est que si vous avez les coquilles qui pondent sur le fond, vous avez les larves qui auront la beauté. Devant Tréverdun, il y a certainement des coquilles qui pondent, mais les œufs viennent se disperser sur de vastes zones, donc vous avez des gisements peu denses. Pour ceux qui connaissent un peu la géographie en Mauritanie, c'est assez étonnant parce que il y a, devant la Mauritanie, il y a deux tourbillons, en plus de l'upwelling. Et quand on regarde la densité en poulpe, en pieuvre, elle est maximale juste au-dessous du tourbillon. Toutes les populations naturelles sont dotées de mécanismes d'autorégulation qui font que quand on les raréfie, leur dynamisme augmente. Quand le stock devient très abondant, il y a des paramètres qui ralentissent. Et aucune espèce au monde n'aurait pu parvenir jusqu'à nous s'il n'avait pas été doté de tels mécanismes. On a l'habitude de voir le monde tel qu'il est, mais il y a eu des changements terribles. Il y a 9000 ans, on passait à pied en Grande-Bretagne. Et le fleuve qui traversait ce qui est maintenant la Manche ramenait des cailloux du Rhin. Dans les cailloux que vous pouvez aller voir sur le sillon de Talbert, vous pouvez avoir les cailloux de Grande-Bretagne, des Alpes, du Massif central, du fait des alternances de cycles glaciaires. Et les animaux qui ont été sélectionnés sont ceux qui sont les plus doués pour reconquérir rapidement un territoire qui a été, comment dire, libéré. Mais quand on allait à pied jusqu'en Angleterre, les zones propices pour nos poissons qu'on a maintenant, elles étaient sur le talus continental, qui est suffisamment pentu pour que la surface disponible soit faible. Toutes nos populations ont connu des alternances j'occupe une petite bande sur l'actuel plateau continental, sur le talus, et puis après je me répands. Pour vous donner quelques exemples de mécanismes de régulation, il y a, chez les moineaux, quand les moineaux sont très nombreux, le bruit qu'ils émettent inhibe la croissance des gonades des femelles. Vous avez aussi beaucoup d'oiseaux qui, quand ils font 2 œufs dans la ponte, ne les font pas en même temps. Il va y avoir quelques jours de décalage. Ce qui fait que si la population n'est pas importante et qu'il y a à manger pour tout le monde, le couple va élever 2 petits. Mais s'il n'y a pas assez de nourriture pour tout le monde, ils vont sacrifier le deuxième né au profit du premier. C'est un mécanisme de régulation. Dans les mécanismes de régulation, le plus étonnant que je connaisse, c'est un joli mot ça, l'adelphophagie chez certains requins. C'est-à-dire qu'il y a des requins qui ont une reproduction avec un quasi-utérus, les petits qui sont nourris par aliments transmis par la mère, et quand il n'y a pas assez d'aliments pour nourrir les deux, il y en a un qui mange l'autre, dans l'utérus de la mère. C'est un bon mécanisme de régulation. Bon, Walt Disney ne le fera pas un tabac. Vous avez toutes sortes de mécanismes. Le comportement territorial.
je vous en dis un peu plus parce que c'est probablement ce qui a permis la grande robustesse des stocks de dormeurs, d'araignées de mer et de homards. Chez cette famille de crustacés, les jeunes, pas les larves, les jeunes ont un comportement territorial. Alors si vous envoyez 2 fois plus de jeunes qu'il y a de place disponible, ça va faire de la régulation. On voit aussi, quand les densités sont fortes, que la croissance peut ralentir. C'est un phénomène extrême, mais surtout pour le milieu marin. C'est le taux de survie des larves qui va tout faire. En temps normal, vous avez une larve sur 1000 un œuf sur 1000 qui va donner naissance à un jeune correctement formé. Donc, votre mortalité est de 999 sur 1000. Si vous chutez un tout petit peu, de 999 à 998, vous doublez le taux de survie. Et vous vous trouvez dans des situations où on a pu raréfier de moitié les stocks d'adultes et le nombre de jeunes qui sort est grosso modo le même. Et il y a deux excès vis-à-vis de ce phénomène. Il y a ceux qui sont ignorants en écologie et qui présentent les perturbations des écosystèmes par les activités humaines comme il y avait un merveilleux équilibre avant que l'homme s'en mêle et on a rompu cet équilibre. Il n'y a pas un équilibre, il y a plein d'équilibres possibles, on le verra plus avant. Et l'autre tentation, c'est les pêcheurs qui, eux, croient que ces mécanismes sont tellement robustes qu'ils vont pouvoir compenser tout ce qu'ils pourront faire subir au stock de poissons. La voie moyenne est difficile à vendre. Petite parenthèse, quand j'ai pris mes fonctions dans les services de la commission, j'avais à préparer quelque chose, une note pour le commissaire, et son chargé de presse m'a expliqué que c'était invendable. Un politique, ça a le choix entre 2 discours. Pauvre petit pêcheur ou pauvre petit poisson. À chaque fois qu'il prend une position médiane, il va être mal perçu. Donc, proposez-nous 2 choix et 2 discours. Ici, je vais, pour vous sensibiliser un peu à ce qu'est la gestion des pêches quand elle marche. J'ai pris une situation simple où on a un stock et puis une flotte de pêche. Et on n'entre pas dans le fait qu'il y en a qui prennent des grands et des petits. On a une mesure globale, c'est la pression de pêche, qui nous dit qu'est-ce que subit le stock. Concrètement, la pression de pêche qu'utilisent les scientifiques, c'est le rapport entre le poids des captures sur une année et le poids moyen du stock sur la même période. Et ça peut être supérieur à 1. Parce qu'il y a des stocks qui sont tellement pêchés que certes, au début, on ne prend qu'une petite fraction du stock pour la pêche, mais à la fin de l'année, le stock est tellement bas qu'en moyenne sur l'année, ça fait moins que les captures. On en verra des... Bon, c'est un peu technocratique, mais j'ai été technocrate pendant longtemps. Donc, vous avez ici la pression de pêche en abscisse. Et puis, la courbe bleue, ça vous donne la production en kilos ou en euros en fonction de la pression de pêche à l'équilibre. À l'équilibre, ça veut dire qu'on est dans une situation où la flotte n'a été modifiée ni dans son volume, ni dans ses activités pendant longtemps. Et vous avez, dans cette situation simpliste, quand on ne pêche pas, on ne produit pas. Votre courbe bleue, elle va monter et va descendre. Et quand vous avez dépassé un certain niveau, vous avez une telle pression sur le stock qu'il ne peut pas survivre. Entre les deux, il y a un maximum. Ça correspond à la production maximale à l'équilibre. Je vous en parle parce que vous entendrez, si vous lisez des articles sur la pêche, vous dire c'est des gestions avec objectif MSY, Maximum Sustainable Yield, ou production maximale équilibrée. Mais en bas, regardez la droite grise. Dans le cas plus simple, c'est ce que vous dépensez pour pêcher. Et c'est proportionnel à la pression de pêche. L'équilibre naturel de votre système, c'est de se mettre sur le rectangle bleu, là où la valeur des débarquements va couvrir l'ensemble des coûts de production.
Le plus souvent, ce point-là, il est à droite de la situation qui permettrait la production maximale. Ça ne veut pas dire que c'est la catastrophe. Ce n'est pas la catastrophe biologique. C'est juste que vous êtes en train de dépenser pour pêcher plus qu'il ne serait suffisant pour avoir le maximum. Et dans une gestion des pêches réfléchie, quand vous regardez dans la partie gauche, vous avez une exploitation faible. Votre production est moindre que le maximum. Mais vous avez un impact écologique faible. Vous avez peu d'emplois en mer et peu d'emplois en amont pour faire les bateaux, l'accastillage ou autre. De l'autre côté, quand le rectangle marron, là, vous avez une exploitation intense, un impact écologique qui est beaucoup plus fort. Vous avez des rendements et des profits qui sont faibles. Parce que quand on reste bien à gauche là-bas, ça rapporte de la pêche. Je vous garantis que la pêche, ça peut rapporter beaucoup. C'est un des rares secteurs d'activité où, il y a 30 ans, il n'était pas rare qu'un matelot puisse finir armateur. Il n'y a pas tellement de métiers où quelqu'un qui commence comme salarié de base va racheter l'outil de production. Et au milieu, donc, il y a cette production maximale à l'équilibre. Si, j'insiste, il n'y a pas un équilibre possible, il y a plein d'équilibres possibles. La position spontanée, c'est ce que j'appelle la surexploitation durable. Vous vous situez avec une intensité de pêche qui est supérieure à celle qui suffirait pour obtenir la production maximale, sans pour autant que le stock soit menacé d'effondrement. Vous ne pouvez pas gérer des pêches avec uniquement des considérations biologiques et sentimentales. On ne fait pas de bonne gestion des pêches avec de bons sentiments. Et comment dire, regardez la courbe en jaune, les pêcheurs considèrent les gestionnaires comme des gens cruels qui veulent empêcher l'État de les aider en leur donnant des subventions. Si vous injectez des subventions, qu'est-ce que vous faites? Vous abaissez les coûts. Et vous allez passer de la courbe grise à la courbe jaune, et vous vous retrouverez avec une exploitation encore plus intense. Vous allez diminuer votre production à l'équilibre. Vous allez donc, certes, vous aurez plus d'emplois en mer, mais vous allez diminuer tous les emplois qui, eux, sont induits en aval de la production. Et qui, maintenant, sont souvent plus nombreux que les emplois en mer. C'est la raison pour laquelle tous les gens qui connaissent la gestion de pêche bataillent contre les subventions, qui sont des éléments contre-productifs. Mais les pêcheurs, je les connais depuis Plonac, ils sont très bons dans l'exercice du marin malheureux, là. Vous devez m'aider, j'ai une vie dangereuse, je souffre beaucoup et l'année dernière, j'ai même pas pu rembourser mes intérêts, donc donnez-moi des subventions. On peut les aider, mais la plus mauvaise façon de les aider, c'est les subventions. Et vous ne mettez ça en titre dans les journaux, vous avez la subvention déguisée du carburant détaxé. Ça, il n'y a pas de mystère. Ça, c'est un autre élément à comprendre pour suivre les débats en matière de gestion des pêches. En bleu, j'ai la courbe à l'équilibre. Mais quand j'ai un stock inexploité et que tout d'un coup, je me mets à le pêcher, au début, je vais avoir d'excellents rendements parce que la raréfaction de la ressource ne va pas se faire immédiatement. Ce qui fait que quand vous avez un schéma stock peu exploité, après une guerre, où on vient de découvrir un stock sur le talus, vous avez en situation de transition, vos captures sont supérieures à ce qu'elles seront à l'équilibre. Ne venez jamais demander à une bonne gestion de vous garantir de retrouver cette capture énorme. À la limite de l'exemple, le bar a produit il y a une dizaine d'années beaucoup plus qu'on ne pourra jamais produire de façon soutenable. Et après, quand vous voulez diminuer votre pression de pêche, le stock ne va pas se reconstituer instantanément. Donc la première année, vous allez avoir un manque à gagner. Et il faudra du temps pour que vous touchiez les dividendes. Et quand on regarde dans la mécanique de décision dans nos démocraties, c'est l'aspect le plus vicieux de la gestion des pêches. C'est que on peut faire des bêtises, on ne les paye pas tout de suite. Et quand on fait des sacrifices, il faudra attendre pour toucher les dividendes. Et
moi j'ai vu les dialogues avec les ministres chargés des pêches au temps où il n'y avait pas d'environnementalistes qui exerçaient une pression contraire. Alors, beaucoup de scientifiques disent qu'il faudrait expliquer aux politiques qui ne comprennent pas. Les politiques ont très bien compris cette mécanique de base. Il n'y a pas besoin d'avoir le prix Nobel pour comprendre, mais ils ont très bien compris aussi qu'il faudra 3 ou 4 ans pour qu'on touche les dividendes. Entre les deux, il y a une élection. Donc, ils ne voient pas pourquoi, en plus avec les alternances régulières, il irait se suicider pour les prochaines élections et faire le cadeau à son successeur d'une situation améliorée. C'est donc l'éternelle tentation du mot savant à la mode, la procrastination, on remet. Ça, c'est juste pour vous sensibiliser à l'importance de la protection des juvéniles. Là, j'ai repris la courbe en bleu. Et ça correspond à une situation où on a des juvéniles qui sont pêchés, mais pas excessivement. Et c'est une situation où vous pouvez éteindre le stock d'ailleurs. Vous éteignez facilement un stock quand vous pêchez les juvéniles parce que la proportion de poissons qui atteignent l'âge de la reproduction devient trop faible. Il n'y a plus assez d'œufs. Quand vous pêchez beaucoup les juvéniles, c'est la courbe rouge, là vous allez avoir le même type de courbe, mais il va monter plus vite et il va tomber plus vite. Quand vous ne pêchez pas les juvéniles, vous avez le type de courbe en vert. Vous n'éteindrez jamais le stock. Ça, c'est une situation courante. Alors, il y a des limites économiques, parce qu'il arrive un moment où la production se stabilise, mais si vous doublez le nombre de bateaux, ils devront se partager le même gâteau. Mais c'est très important à garder en tête cette question de protection des juvéniles, parce que vous voyez passer des tailles minimales. Donc pourquoi ils nous embêtent? C'est parce qu'effectivement, ça fait un changement énorme, selon que les juvéniles sont pas pêchés, peu pêchés ou beaucoup pêchés. Et j'annonçais que j'allais faire de la peine à l'auditoire. Il faut être conscient de ce que les maquereaux que nous pêchons, que j'en pêche aussi, c'est des juvéniles. Que les lieux jaunes que nous pêchons, ce sont essentiellement des juvéniles. Pourquoi? Parce que les juvéniles sont souvent proches de la côte et que les gros poissons sont plus large. J'en dirai plus sur le maquereau plus tard. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas pêcher des juvéniles, mais ça veut dire que si on essaie de bien gérer la ressource, il faut éviter que les prélèvements sur les juvéniles deviennent trop importants. Là, c'est mon résumé scolaire. Pas d'équilibre, c'est un mythe dangereux, l'histoire de l'équilibre unique. C'est semi-religieux, là. J'entends des discours quelquefois d'environnementalistes, j'ai l'impression qu'ils rêvent d'un âge d'or. Et tout allait bien avant qu'il y ait eu certaines perturbations. En parallèle avec l'âge d'or, il y a la catastrophe annoncée. La catastrophe annoncée avec des vilains, qui sont les lobbies et la pêche industrielle, et les chevaliers blancs, qui sont les gens des ONG. Les stocks peuvent supporter une exploitation durable, la plupart. Pour que vous ayez une bonne gestion, il va falloir choisir. Ça, c'est le plus difficile dans les démocraties. Parce que pour un politique, je vous dis, il y a la mécanique du court terme. Il y a aussi le fait qu'il faut choisir si on veut plutôt protéger l'environnement ou plutôt augmenter la production. Vous allez mécontenter une partie de votre, de votre électorat. Et la politique commune des pêches, et j'ai participé à la rédaction de plusieurs versions. Comme vous ne faites pas d'illusions au niveau européen, c'est les conseils, c'est les chefs d'État qui gouvernent, pas la Commission ni même le Parlement. On a un préambule où on dit que la politique commune des pêches doit minimiser l'impact sur les environnements marins. C'est venu en tête. Procurer un approvisionnement à prix abordable pour le marché. Maximiser l'emploi dans les zones dépendantes de la pêche. Eh bien, c'est rigoureusement incompatible de maximiser les trois en même temps. Gouverner, c'est choisir. Et une gestion efficace nécessite toujours des sacrifices immédiats. Là, je vais devenir un peu technique. Il y a des gens de formation scientifique dans la salle. Les graphes ne vous font pas peur. Ce que je vais essayer de vous décrire là, c'est la logique utilisée par les organes qui
suivent les stocks d'une certaine importance pour donner naissance à un débat au niveau international. Le premier point, c'est que quand on suit les espèces, on distingue complètement ce qui se passe à partir du moment où les poissons ont atteint un âge suffisant pour être pêchés par les engins classiques. On appelle ça le recrutement. Le vocabulaire est militaire parce que c'est du vocabulaire de démographie et que la démographie a d'abord été inventée pour les besoins des militaires. Donc on parle de cohortes, de stratégie, tout ça. Mais ça c'est très important. Donc si vous prenez, comment dire, un lieu jaune, personne ne va dans un premier temps essayer de comprendre pourquoi les larves survivent ou ne survivent pas. On considère les lieux jaunes une fois qu'ils ont atteint 20 cm et qu'on peut commencer à les capturer. C'est d'autant plus légitime que suivre ce qui se passe après, c'est beaucoup plus facile parce que c'est relativement stable dans le temps d'une année sur l'autre. Ce qui se passe en amont. Pour suivre le recrutement, on va étudier l'âge des poissons. Et on va faire en sorte que pour un stock, et on raisonne toujours à l'échelle du stock. Je suis désolé, mais les connaissances que vous pouvez avoir sur un poisson migrateur comme le maquereau, ici elles sont anecdotiques. On ne peut faire de logique qu'à l'échelle du stock. Et le stock de maquereau, il va du golfe de Gascogne jusqu'au Féroé. Mais on prend, pour un stock, l'ensemble des captures. Et dans l'ensemble des captures, on va se débrouiller pour savoir combien il y avait d'animaux de 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans, 7 ans. On fait des tables de capture aux âges. Puis on reconstitue. Pour vous sensibiliser, ça c'est le cabillaud de mer du Nord, la morue en mer du Nord. Et c'est pour vous montrer deux choses. Avec les techniques des scientifiques, on a reconstitué le nombre de jeunes, c'est-à-dire le nombre de cabillauds qui passaient leur premier hiver. Et ce nombre fluctue d'une année sur l'autre, et on est grosso modo capable de... Vous voyez, depuis 1963, on a suivi cette abondance. Je voudrais attirer votre attention sur un double paradoxe. Bon, en dessous, on a le poids total des adultes, en parallèle. Vous voyez que, sans que la quantité des adultes ait beaucoup changé, vous pouvez avoir d'une année sur l'autre, hop, ça monte et ça descend. C'est parce que le nombre de jeunes, il ne va pas dépendre seulement du nombre d'œufs pondus, qui est grosso modo proportionnel au poids d'adulte, mais de la survie. Et il y a des années où ça se passe bien et des années où ça se passe mal. Et c'est un phénomène très compliqué. Dans les années 80, j'ai eu la sottise de me joindre à ceux qui disaient « les anciens ont échoué, mais nous on va réussir à expliquer pourquoi le recrutement est bon et mal ». Et nous avons lamentablement échoué. C'est trop complexe. Pour que les larves survivent, il faut une combinaison d'événements favorables tout au long de leur stade. Et les larves, c'est extrêmement fragile. Si une larve n'a pas la bonne nourriture pendant 2 jours, elle crève. Un adulte peut jeûner pendant un certain temps, pas une larve. Et pour vous donner une image, un bon ou un mauvais recrutement, c'est comme un bon ou un mauvais millésime dans le vin. C'est une combinaison, le bon phénomène au bon moment. Donc vous voyez cette énorme fluctuation. Et dans le même temps, ce que l'on voit en bas, c'est que depuis que je suis parti, la commission gère mieux les stocks. Et l'abondance des adultes de cabillauds en mer du Nord se reconstitue, mais que le recrutement ne suit pas. C'est le contre-exemple. Dans la plupart des cas, ça marche. On passe au suivant. Ça, c'est juste un tableau pour vous montrer. Donc, on a ici les âges, et là, les années. Chaque année, on va savoir combien il y a eu d'individus d'un certain âge qui ont été débarqués par échantillonnage et suivi biologique. Et puis, on peut suivre, comme ça, d'une année sur l'autre, une cohorte, ceux qui avaient 5 ans en 2005, ils ont 6 ans en 2006, et on les suit comme ça. Rien qu'avec ce tableau-là, vous savez des tas de choses. Si vous avez ce tableau pour le cabillaud de mer du Nord, vous comprenez qu'il a été abominablement surpêché dans les années 70-80. Parce que dans les années 50, on voit qu'il y a des cohortes qu'on peut suivre jusqu'à 9, 10, 11 ans, et dans les années 80, passé 3 ans, il n'y en a plus. Comment on voit l'âge? Quand les animaux sont tout petits, leur longueur est un bon indicateur. Il n'y a pas de mystère, les
Les petits macros de 15 cm, ils ont un an de moins que les macros de 25. La longueur suffit. Au fur et à mesure que les animaux vieillissent, il y a un recouvrement et ça devient difficile. Alors, ce que l'on fait, c'est on lie des pièces dures. Les pièces dures, c'est les écailles, les vertèbres, et la vedette des pièces dures, c'est ce qu'on appelle l'otolithe. L'otolithe, c'est une concrétion calcaire qu'il y a dans l'oreille interne de tous les vertébrés. Et c'est, au départ, c'est ce qui sert pour l'équilibre. Et donc, pour un poisson, sache qu'il est bien à l'horizontale. D'ailleurs, quand on a l'équivalent dans l'oreille interne, et quand il commence à être un peu encombré, on a des drôles de malaise. Je sais, j'en ai. Mais l'otolithe plaît bien parce que l'otolithe, c'est un os est vivant. Donc, il est remanié. Tandis que l'otolithe, c'est des dépôts réguliers. Et on lit les stries. Bon, puis les coquilles Saint-Jacques, il n'y a pas besoin d'avoir fait une thèse pour lire l'âge. Mais ça suppose un échantillonnage, une organisation, ce qui se fait de moins en moins. Ça, c'est... Tout à l'heure, on avait la série des valeurs de recrutement et la série de biomasse féconde. Maintenant, je fais un graphe autrement. Pour chaque année, je regarde quel était le poids de la biomasse féconde et quel était l'effectif des jeunes qui en sont issus. Et ça nous fait ce diagramme-là. Et vous voyez que ce n'est pas évident de trouver une relation. L'idée selon laquelle les jeunes seraient proportionnels au nombre d'adultes, ça ne marche pas. Ce que l'on voit, quand on a l'habitude de ce genre de courbe, c'est quand même qu'on est passé à 300 000 tonnes. On est descendu à 150 000 tonnes. Sur toute cette partie-là, on a l'impression que ça n'a pas eu d'impact sur le recrutement. Ça fluctue, parce que d'une année sur l'autre, Mère Nature nous joue des tours, mais ça ne change pas beaucoup. En revanche, vous voyez en bas là, quand on est tombé sous 100 000 tonnes, depuis qu'on est tombé sous 100 000 tonnes, on n'a plus eu de bon recrutement. Comme l'halieutique n'est pas une science exacte, les gens essaient de dire qu'il y a des niveaux de risque plus ou moins grands. On devrait ne pas tomber en dessous de 175 000 tonnes pour être assuré d'un bon recrutement. Et surtout, si on arrive en dessous de 120 000 tonnes, là, il faut commencer à serrer les freins. Et ça c'est la biomasse limite. Et ça, c'est une biomasse dite de précaution. Le principe de précaution ne sert à rien. Ça, c'est une invention journalistique. Le principe de précaution ne sert à rien parce que dans la vie courante, vous n'êtes pas à refuser ou à accepter des risques, vous êtes à accepter un certain niveau de risque. Personne ne peut vous garantir qu'il ne se passera jamais rien. Et vous avez des dangers contraires. Quand on disait aux pêcheurs qu'on risquait de faire s'effondrer le stock si on mettait plus de 120 000 tonnes de quota, il dit oui, mais si tu mets moins de 100 000 tonnes de quota, moi j'ai le fort risque de faire faillite. On passe son temps à balancer entre des risques contraires, pas à dire en vertu du principe de précaution révélé par Dieu le 8e jour après la création. Ça, c'est juste un petit complément. C'est une autre façon de présenter la relation entre la production et puis la pression de pêche. Et vous voyez que vous vous retrouvez avec un niveau de pression de pêche qui vous donnera le maximum, un niveau qui correspond à, en moyenne, la biomasse de précaution pour les adultes, et puis un niveau de pression de pêche où là, à terme, vous allez tomber en dessous de votre biomasse limite. Donc, gérer, c'est choisir un objectif parmi ceux-là. Je vous épargne. On passe à la suivante. Maintenant, c'est presque fini. On va voir quelques ressources cabillaud de mer du Nord. Ok, on attaque. Je vous ai déjà montré le cabillaud. Je sais que c'est un peu exotique vu d'ici, mais la mer du Nord est la mer la mieux étudiée de par le monde et celle où la politique commune de la pêche a le mieux marché, surtout depuis mon départ. Vous voyez l'histoire des... comment dire, en rouge, l'histoire des débarquements. Et on a connu des débarquements faramineux. Et hop, après, c'est descendu régulièrement.
la pression de pêche, elle est montée à plus de 1. À ce moment-là, quand elle était à plus de 1, ça veut dire qu'on capturait sur une année plus que le poids moyen du stock sur le fond. Et depuis 2000, on essaie de la faire descendre. Les débarquements descendent pour deux raisons. Il y a moins de poissons qu'avant et on diminue la pression de pêche. Mais, ah oui, là, j'ai pas réussi à mettre les bonnes couleurs. Mais j'ai représenté l'évolution sur des stocks. Il y a différents stocks de morues dans les eaux européennes. Il y a la mer du Nord. Et la mer du Nord, ça inclut la Manche Est. C'est le même stock. En fin de compte, il y a beaucoup plus de différences océanographiques entre la Manche Est et la Manche Ouest qu'entre la Manche Est et le sud de la mer du Nord. Et la Manche Ouest, elle est très directement reliée à la mer Celtique. Mais vous voyez que la courbe la bleu pâle, là, non, allez, on saute parce que c'est pas lisible. En Atlantique Nord, ça pour vous montrer, c'est là les plus lisibles, j'ai pris le stock de mer du Nord. Alors juste de la figure précédente, gardez une chose en tête, c'est que c'est en mer du Nord que le stock de cabillaud est le mieux géré. On a réussi à faire descendre la pression de pêche, mais on n'a pas encore réussi à faire augmenter le recrutement. Là, vous avez l'Islande, qui est en bleu, la mer du Nord en rouge et le Canada en vert. Et vous voyez, ça c'est les pressions de pêche, et ça c'est les débarquements. Vous voyez que les Islandais ont réussi à faire chuter leur pression de pêche à un niveau nettement plus bas que la mer du Nord et qu'ils ont réussi à obtenir une augmentation considérable de leur débarquement. Mais il faut savoir qu'en Islande, la pêche est vitale. Il n'y a pas grand-chose. En France, la pêche n'est pas vitale. Le chiffre d'affaires de la pêche, c'est moins de 1% du produit intérieur brut. C'est-à-dire que les décisions ne sont pas prises au nom d'une rationalité économique, mais au nom d'une minimisation des risques de désordres sociaux dans les ports d'hiver. En Islande, en plus, ils ont eu la crise et ils n'avaient pas d'autre solution que de tirer le meilleur parti possible de leur stock et ils ont parfaitement réussi. Quand vous regardez dans les paquets de morues, ils viennent régulièrement d'Islande ou de Norvège. Parce qu'ils ont très bien géré leur stock. En revanche, les Canadiens, c'est en vert. Eux, ils ont connu un pic de leur exploitation en 1976. C'est juste avant qu'ils puissent étendre leur zone. Tout le monde s'est rué pour prendre du cabillaud du Canada, puisque l'année d'après, il n'y aurait plus le droit de pêcher. Hop, après, le taux d'exploitation est tombé, le stock avait commencé à se reconstituer, mais après 1976, ce sont les Canadiens eux-mêmes. Ils ont vécu une période d'euphorie en disant on n'a plus les vilains étrangers. La xénophobie joue un rôle très pervers dans la gestion des pêches. Donc une fois qu'on n'a plus les vilains étrangers par qui venait tout le mal, ça va être formidable. Ils ont augmenté leur flotte de pêche jusqu'à un point où le stock de cabillaud est ratatiné dans des proportions. Et dessous, vous voyez que ça ne remonte pas. Ils ont le phénomène de la mer du Nord. On réduit la pression de pêche, mais ça redémarre pas. Et il est encore beaucoup plus fort qu'en mer du Nord. Ceci étant, il n'y a pas eu de drame économique parce que les pêcheurs de cabillaud se sont mis à pêcher le crabe des neiges que l'on voit et le homard canadien en veux-tu, en voilà. Et les pêcheurs sont persuadés que c'est à cause des phoques que ça ne remonte pas. Des phoques. Mais je dis, c'est pour chaque segment qui pêche, les responsables, c'est les autres. Juste pour vous montrer la mer du Nord, là vous avez à nouveau le cabillaud, mais je voudrais surtout vous montrer la plie, le stock de plie. Et vous voyez comment le stock de plie, en haut, la courbe en verte, la pression de pêche s'est réduite, et vous voyez en bas à quel point l'abondance du stock a explosé. Elle a explosé à tel point qu'effectivement la croissance se ralentit chez les plis qui sont les unes sur les autres. Et il y a eu un débat sur oui ou non pêche électrique. Il s'est dit un maximum d'âneries,
à propos de ce débat, y compris de dire que c'est une pêche dévastatrice. La preuve, ils ont ratatiné leur stock en mer du Nord et c'est pour ça qu'ils viennent chez nous. Ils n'ont pas du tout ratatiné leur stock. Les électrodes devant le chalut à perche, c'est probablement une des meilleures idées qu'on a eues depuis longtemps, mais une conjonction d'intérêts et la simplicité du message, comme quoi l'industrialisation c'était le mal. Mais gardez ça en tête si vous discutez avec un ami environnementaliste, est-ce qu'il sait réellement ce qui se passe sur la mer du Nord? Ça, c'est juste pour vous montrer le merlu. Il y a le merlu du golfe de Gascogne est plus au nord, qu'on appelle le merlu nord, et puis il y a le stock devant Espagne-Portugal. Le bleu, c'est le merlu nord, le nôtre, si j'ose dire. Le rouge, c'est l'hispano-portugais. Et vous voyez l'explosion du stock de merlu du golfe de Gascogne. Et vous le voyez sur les étals. On voit maintenant des gros merlus, des gros colins, qu'on ne voyait plus. Et c'est devenu le pactole, et c'est la réponse, peut-être avec un peu de chance, au fait qu'on a cessé de massacrer les juvéniles. Je ne vais pas remonter à la diapo, mais vous voyez que les nourriceries de merlus étaient au fond du golfe de Gascogne, et sur un endroit où il y avait la langoustine. Et le problème numéro 1, c'était que les gens qui pêchaient la langoustine ramassaient des tas de petits merlus. Ça s'est terminé, et la France faisait semblant de ne pas voir qu'ils ne respectaient pas les règlements, puisqu'ils avaient des maillages à respecter. Ça s'est terminé avec 55 millions d'euros d'astreinte pour la France. Vous avez tous payé. Et moi, ça contribuait à ma retraite, parce que j'étais à la commission à ce moment-là. Mais vous voyez que ça a fonctionné. D'ailleurs, vous ne trouverez plus de pêcheurs bigoudins à regretter le temps où on ne les emmerdait pas pour la langoustine, parce qu'ils ont un pactole. Bon, là, juste un mot sur le maquereau. Le maquereau, alors, si vous regardez, il y a des sites, si vous tapez une zone de par le monde, mer du Nord, et le nom de l'espèce, et vous allez avoir accès à des sites qui vous fourniront régulièrement des graphiques comme ça, avec les séries historiques des captures, les séries du recrutement, maintenant vous savez ce que c'est, la série historique de la biomasse féconde et la série historique de la pression de pêche. Vous voyez, le maquereau, même si les captures ont été mauvaises devant Ploumanac cet été, n'est pas un stock considéré comme en danger. Mais dites-vous que la biologie du maquereau, c'est un animal. Alors, dans la littérature, il parle de maquereau qui approcherait 60 cm. Je n'ai jamais vu de maquereau de 60 cm, mais j'ai vu pas mal de maquereaux de 45 cm. C'est un petit thon, le maquereau. C'est d'ailleurs un proche parent des tonidés. Nous, on a quelques juvéniles qui viennent se perdre là-dessus. Le stock n'est pas menacé, et on en sort, on peut sortir plus d'1 million de tonnes. Hein. L'idée qu'on peut se faire localement est assez trompeuse. Mais tout allait bien et on commence à avoir quelques inquiétudes. J'espère que les inquiétudes ne se termineront pas par une interdiction de la pêche du maquereau sur les juvéniles. Là, c'est pour terminer sur les stocks d'intérêt local pour votre culture. Ici, nous avons une chance, c'est que les grands crustacés, dormeurs, araignées, homards, ont résisté à la pêche dans des proportions que je n'aurais jamais imaginées quand j'étais jeune chercheur. On en sort beaucoup plus qu'autrefois, et il y en a toujours. Et c'est probablement lié au fait qu'on pêche très peu les juvéniles. Ce qu'on appelle un petit homard, il va faire ça. Mais les homards comme ça, vous ne les voyez pas. Ce que les Normands appellent les criquets. C'est parce qu'ils vivent dans un terrier. Comme les langoustines. Les petits homards n'ont pas le même mode de vie que les adultes. Et d'ailleurs, pendant longtemps, le repeuplement homard qui allait mettre des bébés homards là où on trouve les adultes, c'était de la nourriture directe pour les vieilles. Les petits homards ne sont pas là où sont les adultes et on les mettait. Ce qu'on appelle les petits pélagiques, c'est maquereaux, chinchards. Ce sont des ressources qui ne sont pas intrinsèquement en danger, mais qui fluctuent pas mal d'une année sur l'autre, surtout quand on est à la côte, parce qu'il y a les vraies fluctuations d'abondance, et puis il y a la fluctuation dans la distribution qui fait qu'ils ne passent pas au ras de la côte ou ils passent au ras de la côte. Les gens se font des idées très différentes à Saint-Quay-Portrieux et à Trébeurdin de l'abondance du maquereau.
Les grands démerceaux classiques. Oh, j'aurais pu mettre un S à classique. Ici, on n'a que le lieu jaune, qui soit les démerceaux, c'est les poissons qui vivent à proximité du fond. On n'a pas de... Quelquefois, les gens pêchent un merlu, quelquefois, les gens pêchent un cabillaud, mais c'est rare. Le lieu jaune, il est étonnamment peu étudié, ce que je regrette. Je me suis astreint à lire la dernière thèse publiée sur le sujet, mais c'est une thèse avec peu de données qui suggère que le lieu jaune ne serait pas dans l'immédiat en situation dangereuse. Ça m'étonne un peu. Mais le lieu jaune, ce qui est vrai, c'est qu'ici encore on pêche que des juvéniles. Il faut dépasser 50 mètres de fond pour commencer à avoir des adultes. Mais le lieu jaune a un atout, c'est qu'une fois il ne forme pas de gros bancs. Et ceux qui forment des bancs, c'est très vulnérable à la pêche au chalut avec un sondeur. Ils forment des bancs uniquement pendant la saison de reproduction. Février-mars. C'est là où vous voyez débarquer à Concarneau des grandes quantités de lieux jaunes. Mais autrement, ils ne se rassemblent pas, sauf à proximité des épaves. Et il y a bien des gens dans la salle qui connaissent la technique pour se faire un gros coup de lieu jaune. C'est d'aller raser une épave et de faire en sorte qu'il y ait des panneaux du chalut qui touchent l'épave, qui vibre. À ce moment-là, ils se décollent du bateau et ils se font un jackpot ou ils se font une croche et ils perdent leur chalut. Moi, j'ai connu le temps où c'était la roulette russe de ceux qui allaient rentrer au port et puis disaient qu'ils allaient passer pour des cons. Ils tentaient leur chance sur eux. Bon. Le bar, c'est un stock. Actuellement, il y a des mesures de protection du bar, mais intrinsèquement, le bar est un stock robuste parce que là encore, on capture peu de juvéniles. Mais le bar en Manche, il a une drôle d'histoire. Il y a eu quelques années de reproduction hyper réussie. Du coup, le stock, il est monté. Et accentuant la pression de pêche. Maintenant, comment dire, il faut attendre que Mère Nature nous redonne de bons recrutements. La sèche que vous voyez passer, elle est imprévisible et ingérable. Donc, les scientifiques ne pourraient rien pour améliorer la gestion de la sèche, peut-être éviter de chaluter dans les 3000 au moment de la reproduction. La coquille, elle est bien suivie. Ici, c'est intéressant de savoir, vous avez les stocks qui donnent naissance à des conflits internationaux. Ceux-là, on en parle. Et puis, il y a des stocks locaux, et il y a eu localement une pêche d'oursins importante devant Pérouse. Le stock a été exterminé. Ils pêchaient au faubert. Faubert, c'est l'espèce de serpillière qu'on traîne derrière. Ils ramassaient sur les fonds à oursins tout. Et puisqu'ils étaient trop petits, on les pétait à coups de marteau sur le plat-bord. Bon. Je vous dirais juste un mot pour finir sur... N'oubliez pas, surtout pour ceux qui ont à peu près mon âge, on fait surtout de la pêche côtière. Et dans la bande côtière, vous avez surtout des juvéniles. Et dans les ennuis qu'on va avoir, les interactions pêche-plaisance, si je raisonne à l'échelle de quelqu'un qui a vu d'autres pays, le problème que va avoir ici la pêche, c'est pas l'interaction avec la pêche industrielle, c'est pêche professionnelle et plaisance. Gardez en tête que toutes les techniques de pêche ont explosé en efficacité, y compris au profit des plaisanciers. Tout le monde maintenant peut aller se positionner sur le meilleur lieu de pêche. Avant, il fallait que la grand-mère ait transmis le secret. Et vous avez... Donc, attendez-vous à des problèmes, et je rêve que tout le monde soit raisonnable du côté des plaisanciers et du côté des professionnels pour se dire on va essayer de se partager le gâteau, il est fini. Et un mot sur le réchauffement des eaux. Vous en avez parlé du réchauffement climatique. Si j'ai un message à vous faire passer, globalement, ce qui se dit du danger écologique de la surpêche, c'est largement exagéré. C'est un problème sans commune mesure avec le réchauffement climatique. Et je regrette que certains fassent du foin à propos de leur sujet à eux, en détournant de l'énergie, d'où le vrai problème. La surpêche, on sait gérer. On sait gérer, il faut faire appliquer quelques règles.
Et toute l'énergie que l'on met autour de la pseudo-surpêche n'est pas sur le réchauffement climatique. Le réchauffement climatique, il est en cours ici. Il est en cours ici, et d'ailleurs, vous avez des espèces comme l'anchois. L'anchois, on en trouve maintenant jusque devant le Danemark. Ils savent le pêcher, mais ils ne savent pas le conditionner. Le rouget est une espèce courante en mer du Nord. Vous avez vu des petits thons qui ont été pêchés. Le thon rouge, il était déjà là il y a 50 ans. Hein. Mais les petits thons, vous avez un réchauffement climatique en cours. Je ne vais pas sur la suite, autrement je vais vous bouffer trop de temps. Bon, ben, un grand merci. Merci.